23 septembre 1986. Conversation avec Sujata. Satprem avec JRD Tata. Satprem a vu l'éléphant blanc dans le ventre de sa mère. Le rouleau compresseur. Sujata. Nous sommes le 23, déjà 23 septembre 1986, figurez-vous. Satprem. D'abord, je vais te raconter ce que j'ai vu ce matin. Ça, c'est un détail, ça n'a rien de... J'étais avec Tata, Sujata. Oh! Alors, une rencontre très, très affectueuse, très... comme de vieux amis, Sujata. Oui! Exactement comme de vieux amis. Nous étions assis à un endroit qui était un peu comme le bord de la mer, un peu comme une falaise, je ne sais pas, un peu au-dessus de la mer. Nous étions là, assis par terre tous les deux, et puis nous parlions comme de vieux amis. Alors il me racontait son hobby, qui était le ski, et moi je lui parlais de ma passion, qui est le bateau. Et on se racontait des histoires de ski. Et Sujata rit beaucoup. Et des histoires de bateau. Rire. C'était très gentil, très... vraiment comme de vieux amis. Et puis alors, tout d'un coup, pendant que nous parlions, il y a une énorme vague qui est venue et qui a passé au-dessus de nos têtes. Une vague vert foncé. Elle est passée au-dessus de nos têtes, peut-être à 2 ou 3 mètres au-dessus de nos têtes, sans qu'une goutte ne tombe sur nous. À ce moment-là, j'ai vu tout d'un coup, tu comprends, j'étais absorbée avec Tata, je ne m'occupais pas du paysage, n'est-ce pas? J'ai vu cette vague énorme, vert foncé, qui passait, une vague déferlante, qui passait au-dessus de nos têtes, à 2 ou 3 mètres au-dessus de nos têtes, apparemment sans qu'une goutte ne tombe sur nous. Alors j'ai regardé et à ce moment-là, j'ai vu au bord de la falaise, il y avait un petit rosier très charmant, avec de ces toutes petites fleurs roses. Je crois que mère appelait ça, Sujata, un romarin, la tendresse divine. Ah oui, oui, tu sais, de toutes petites roses. Oui, et qui étaient là inopinément, qui poussaient, un petit rosier au bord de la falaise. Oh, c'est joli! Rire tendre. La tendresse du divin, je crois que c'est ça. Oui, je crois, oui. Et on était là, assis tous les deux. Silence. Cette vague, je ne crois pas que cela corresponde à un fait. C'est peut-être ce qu'il y avait dans sa propre conscience ou peut-être dans ma propre conscience, n'est-ce pas? C'est possible. Oui, c'est possible. Mais cela peut aussi indiquer un fait, non? Au fond. C'est peut-être un fait aussi. Enfin, apparemment, nous ne parlions pas de dégâts mondiaux, rire. Nous parlions de ski et de bateau. Et c'était charmant. Tu comprends? Avec qui est-ce que je parle de bateau? Rire. Et puis, après avoir vu la rose, c'était fini. Oui, j'ai vu cette vague passer et puis j'ai regardé un peu comme ça. Je me suis penchée. Nous étions au bord de la falaise et juste au bord de la falaise, il y avait ce petit rosier avec ses toutes petites roses tout à fait charmantes qui étaient là comme suspendues dans le vide. Il y avait un bout de la racine du rosier qui était sur le bord de la falaise et le reste qui était dans le vide avec ses petites roses charmantes. Et nous étions là. Satprem rit. Sujata riant, avec la tendresse du divin. Et j'ai trouvé cela très charmant. Ah oui, n'est-ce pas? Je suis sûre que pour mère, ce que représente Tata, si tu veux, il y a une grande connexion entre Tata et moi, une grande connexion profonde d'être, c'est-à-dire une conscience matérielle très éveillée, très consciente, et qui veut modeler la matière, organiser la matière, changer la matière.
C'est ça, Tata. C'est un grand organisateur de la matière, seulement à la façon dont il comprend. Et à ma façon, j'ai toujours modelé la matière, n'est-ce pas? Et c'est Mère qui m'a fait comprendre qu'il y a une suprême façon de la modeler, c'est la transformation. Mais il y a une grande connexion. Apparemment, extérieurement, ce sont des lignes complètement différentes, mais intérieurement, profondément, c'est la même conscience dans la matière qui organise la matière. C'est ça la relation profonde entre Tata et moi. Lui n'en sait rien, mais Mère, elle voit très bien elle voit très bien qui est qui, et ceux qui s'assemblent et ceux qui ne s'assemblent pas, et ceux qui ne se ressemblent pas. Et Tata, sans comprendre pourquoi, sa sympathie pour moi, c'est cela qu'il sent. Il sent que moi aussi je triture la matière, mais d'une façon qu'il ne comprend pas très bien. Derrière, il y a sa conscience indienne, profonde, qui sent les choses. Mais ce n'est pas cela que je voulais te raconter. C'est une vision tout à fait bizarre que j'ai eue. Je vais te dire la date parce que j'ai noté, cherchant. Quand il y a comme ça des bouts de vision auxquels je ne comprends rien, mais qui certainement veulent me dire quelque chose, je note la date et puis simplement le fait. Mais je me souviens très bien. Ah, voilà. C'était il y a déjà pas mal de temps. C'était dans la nuit du 3 au 4 septembre, c'est-à-dire au début du mois. Et c'est tout à fait les visions de la nouvelle conscience, qui sont d'une extrême précision. C'est vu, photographié avec une clarté extraordinaire. Et c'est souvent énigmatique, n'est-ce pas? C'est énigmatique tant que l'on n'a pas la clé de l'énigme. Et puis quand on a la clé de l'énigme, on s'aperçoit que tous les détails sont d'une perfection extraordinaire. Et je n'ai pas la clé vraiment de l'énigme. Silence. Alors, cette nuit-là, j'ai vu une mère éléphant de couleur grise. Généralement, les éléphants par ici sont plutôt dans les bruns foncés. Ceux que j'ai vus, à Mysore par exemple, c'est plutôt brun foncé qu'ils sont. Je ne sais pas. C'était une mère éléphant de couleur grise. Elle était enceinte, n'est-ce pas? Elle était lourde. Et si lourde qu'elle ne pouvait pas marcher. J'ai tout de suite compris que cette mère éléphant était enceinte, qu'elle attendait des bébés. Et elle était si lourde qu'elle ne pouvait pas marcher. Alors il y a deux autres éléphants qui sont venus se mettre de chaque côté pour la porter entre eux deux, comme avec des cordes ou que sais-je. Ces deux éléphants supportaient la mère pour Sujata, pour qu'elle puisse marcher, pour qu'elle puisse avancer. Elle ne pouvait pas marcher, elle était si lourde. Et alors à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai vu le dedans du ventre de la mère éléphant. Et dans son ventre, il y avait un, ou deux, peut-être deux, mais le deuxième, ce n'est pas clair. Il y avait deux petits éléphants, mais j'en ai vu un clairement, alors comme sous mes yeux, blanc comme du lait, et alors si mignon. Il avait peut-être, disons, presque 1 mètre de haut, ou 50 centimètres, 80 centimètres de haut, n'est-ce pas? Blanc comme du lait. Et comme s'il avait été sculpté, tu comprends? Les ongles de ses pattes, sa trompe, c'était exquis à voir. Blanc comme du lait. Au point que je me suis demandé si c'était une statue. Et il s'est mis à marcher, doucement, comme ça, dans le ventre de sa mère. Il marchait dans le ventre de sa mère. Il était exquis, ce petit éléphant. Une miniature de petit éléphant, blanc comme du lait. Et j'avais l'impression qu'il y en avait un deuxième, mais le deuxième était plus loin dans le ventre, chaque prairie. Je ne le voyais pas bien, pas très bien, je ne suis pas sûre. Mais le premier, alors là, je l'ai vu tout d'un coup lever une patte gentiment, et puis encore une autre, et puis il avançait. Il marchait dans le ventre de sa mère. C'est si bizarre, écoute. Sujata. Et vous n'avez toujours pas de clic. Et
De fait, il y a le fait de ce qui se passe, qui est si formidable, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. Le deuxième, s'il y en avait un deuxième, je ne suis pas sûre, peut-être qu'il était allongé ou... Il était plus loin dans le ventre. Rire. Il était peut-être encore pas mouvant ou peut-être allongé. Mais le premier, il était là, juste... Je voyais dans le ventre de la mère, n'est-ce pas? C'était clair. Évident. Rire. Ce devait être un ventre énorme. Satprem et Sujata rient de bon cœur. Il était si exquis, ce petit éléphanteau, avec ses ongles bien dessinés et tout blanc comme du lait. Comme serait le marbre blanc. Oui, mais c'est... Le marbre blanc, tu comprends, c'est un peu inerte. Oui, mais ça, c'était tout vivant. Et c'était comme du lait. Sujata rit. Mais je ne sais pas si vous connaissez, dans les traditions indiennes, par exemple, la mère de Bouddha, Gautama, a fait des rêves, n'est-ce pas, avant le moment où Bouddha est rentré dans son ventre. Oui. Et elle a vu un certain nombre de choses, dont un éléphant blanc. On dit que c'est le signe, quand la mère voit ça, c'est le signe qu'il y a un être, comme un avatar, qui entre là-dedans, qui s'incarne. Ah, voilà ce que je peux dire. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire, mais il est certain que depuis il se passe quelque chose de si formidable, dément. Si ce n'était pas suprême, ce serait mortel. Enfin, ça, je ne peux pas en parler, mais c'est cette puissance supramentale, plus exactement, c'est la puissance supramentale dans la matière qui rejoint la puissance supramentale au-dessus. Et tout ça se passe dans un body. Alors, il y a de quoi être complètement écrabouillé, éclaté, c'est fou. Enfin, ça, qu'est-ce que l'on peut en dire? On ne peut rien en dire. Il faut le vivre. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Je n'en sais rien du tout. D'ailleurs, cela ne me préoccupe pas. Ça ne me préoccupe pas. Ça fait son boulot dans la matière, comme le divin le voit, n'est-ce pas? Ça doit remuer la matière, c'est sûr. Il n'y a pas d'individu là-dedans du tout, du tout. Il y a de la matière. Un individu, ce serait... Bon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Rien, en italique, ne peut supporter ça. Il faut disparaître. Il faut être seulement de la matière. Et de la matière encore dans le ventre de la mère, hein, minute. Oui, être tout à fait dans un point dans elle, E majuscule, mère. Autrement, ce n'est pas possible, c'est fou. Ce que je me dis toujours, c'est que si ça arrive à passer dans un grain de matière animale, eh bien cela doit, comme disait Sri Aurobindo, la matière, elle est continue. C'est notre illusion des apparences qui fait moi, toi, Pierre, Paul, Jacques. Mais la matière, elle est parfaitement communicante. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais quel rapport est-ce que... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette mère éléphant. Il était exquis. Il était vraiment si... Ah oui, il était exquis. Elle était si lourde, cette mère, qu'elle ne pouvait pas marcher. Silence. Et manifestement, elle allait accoucher. Il était tout vivant, son bébé. Il marchait dans son ventre, rire. Un ventre spacieux. Et les deux autres éléphants qui sont venus l'aider, comment étaient-ils? Gris aussi? La même chose, ils se ressemblaient. Tous les trois se ressemblaient parfaitement. La mère éléphant, c'est simplement la conscience qui a su tout de suite qu'elle était enceinte, qu'elle était lourde. Et puis, il y a ces deux autres de la même taille qu'elle, pas plus grands qu'elle, la même couleur, qui sont venus de chaque côté pour la porter, tu sais, entre eux deux, comme s'il y avait une corde qui tenait la mère au milieu pour la transporter.
Et à ce moment-là, j'ai vu dans le ventre de la mer. Et le blanc que vous avez vu, vous avez dit comme du lait. Ce n'était pas comme de l'ivoire. Non, l'ivoire quelquefois est un peu jaune. Ça, c'était vraiment du blanc parfait. Et du blanc vivant, n'est-ce pas? Oui. Silence. Je ne peux pas dire lumineux, sauf que, évidemment, par rapport à l'obscurité, éclat de rire. Sujata éclatant de rire. Interne! Interne, il était très éclatant, si je puis dire. Il était là, sous mes yeux, devant moi, tout près. Je le voyais comme ça. Et justement, tout d'abord, j'ai pensé un peu à une statue. C'était si délicat, n'est-ce pas, si... Et puis tout de suite, il s'est mis à lever une patte et puis une autre patte. Il bougeait un peu sa trompe, comme ça, tout doucement, et à faire des pas dans le ventre de sa mère, et il avait l'air sculpté. Sujata. Si exquis, exquis, une perfection de petit être. Voilà. Je ne peux pas dire ce que cela veut dire, parce que je n'en sais rien du tout, mais enfin, cela veut dire évidemment quelque chose. Bon. Je n'ai rien d'autre à dire. Pause. Vous vous souvenez, Suprabha a dit que cette fois, Durga retourne sur l'éléphant. Et l'éléphant, probablement, c'est Airavata, qui est tout blanc, vous savez? Qu'est-ce que c'est, Airavata? Airavata, c'est la divinité des éléphants, si vous voulez. C'est l'éléphant céleste. Cette fois-ci, c'est-à-dire à quel moment est-ce? Début d'octobre? Oui, je crois que c'est le 12 octobre. Elle vient sur le palanquin. Mais le palanquin, ça veut dire, note de bas de page, référence aux fêtes de Durga dans les mois de septembre ou octobre. À ce moment-là, le véhicule ou la monture de Durga, différent chaque année, a une influence sur les événements futurs. Le palanquin annonce des épidémies, le cheval une débâcle, le bateau inondations et famines, et l'éléphant richesse et bonne récolte. Donc le palanquin, ça veut dire, Sujata riant, pestilence, peste. Satprem éclatant de rire, pestilence, Sujata. Non, plague, peste, fléau. Eh bien, tu sais, la pestilence, elle se fait percevoir à notre porte. À notre porte, oui. Ah ben, c'est vraiment le fléau humain. Et le 12, elle retourne à Kailash, près de Shiva, et c'est sur l'éléphant. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ce n'est pas possible que... Et ce n'est pas possible quoi? Que les choses ne se passent pas. Quoi? On ne sait pas. Quoi? Comment? Quand? Pause. Sujata. Vous avez fait un cauchemar aujourd'hui, non? Oui, cette nuit, j'ai eu un cauchemar. Tata, je l'avais vu le matin. Mais dans la nuit, j'ai eu une espèce de cauchemar. Tout d'un coup, j'ai été réveillée par un bruit mécanique, un bruit terrible. Et c'était comme un steam roller, un rouleau compresseur. Alors je me disais, mais comment un rouleau compresseur a-t-il pu entrer à Land's End? Un bruit, oui, de ces mécaniques qui aplatissent tout. Et puis ce matin, et puis cet après-midi, rien. Sujata. Oui, ils sont là. Ah, ils sont là. Combien? Je ne sais pas, ils sont en train de mettre leur tôle ondulée et leur bidonville, et puis les gosses, les femmes, les hommes, et puis ils vont tout couper, ils vont tout transformer en termitière. Ah, eux, ils font de la transformation aussi, hein? Rire. Sujata riant. Écoutez, c'est vraiment un métier de rat qu'ils font, n'est-ce pas? Ils saccagent tout, ils rasent tout. C'est vraiment le... Ces eucalyptus, ils vont couper aussi les gros.
Ils vont tout couper. Tout couper. Qu'est-ce que tu veux qu'il reste? N'est-ce pas? Si c'était encore seulement là-bas. Et il n'y a pas de là-bas. On est cerné ici. Là-bas, je veux dire en haut. Mais il n'y a pas de en haut ni en bas. On est cerné. C'est le fléau humain qui galope. Vraiment, la rapidité, c'est étonnant, hein? On vous montre sous les yeux tout. Ah oui, on a le tableau ici. C'est vraiment, comme vous le dites, le tableau tranquille, le scénario tranquille. Ça n'a l'air de rien, pas à pas, la destruction. Sujata est inexorable. Les routes qui montent là, la forêt complètement ravagée, maintenant le restant, le semblant de restant, c'est doomed, condamné. On voit les routes partout, n'est-ce pas? Même de ma fenêtre, je vois. Et puis les montagnes nues. Oui. On se demande quand le divin voudra bien intervenir un tout petit peu, hein? Il est, comme vous dites, a bit slow, un peu lent. Sujata rit. 26 septembre 1986. C'est clair. La fausse matière, ce sont toutes les couches qui nous revêtent et que nous prenons pour la matière même et pour la loi des corps. C'est le wagon noir. L'illusion que les bouddhistes voyaient seulement à la surface. Le ciel est ici même, sous ces revêtements mensongers qui nous séparent de la réalité divine de la matière et de la vraie loi de l'univers. Il faut faire un trou dans le wagon noir. Nous connaissons seulement les lois, entre guillemets, convaincantes du mensonge matériel qui nous enveloppe. Il faut creuser un tunnel jusqu'au ciel. On ne saute pas par-dessus les barbelés. On creuse un trou en dessous et dans sa propre peau. Le salut est physique, disait Mère. Je comprends en capital, dans ma peau. Mais alors une réalité si puissante. Le ciel n'est pas vaporeux. C'est même la terre de la prochaine espèce. Un fait très pratique. Les névralgies semblent aller mieux, c'est-à-dire que les gardiens de la prison commencent à lâcher prise. Il y en a d'autres, il y en a dans chaque couche traversée ou pour empêcher de traverser. Après-midi, tout est si démesuré. Ce corps traversé par ces deux volcans déchaînés est si massif, écrasant. Je ne sais pas si c'est un cataclysme corporel ou une apocalypse. Comme si, en italique, avec son corps, on traversait cette roche de fond. On traverse quelque chose, entre guillemets. Mais quoi? Où on est traversé par quelque chose, entre guillemets, qui ne correspond à rien de la terre que nous connaissons. On sait que c'est le divin, c'est tout. On sait que c'est Mère. Peut-être va-t-elle traverser ce mur de mensonges et se matérialiser, nous délivrer. Soir, tout cela va quelque part en italique, mais à quoi? Note de bas de page, tout cela, je veux dire le phénomène que ce corps subit. Au secondaire, l'évolution n'allait pas faire des dinosaures de plus en plus gigantesques. Nous n'allons pas faire des rats de plus en plus innombrables. Névralgie redéchaînée. Mais il y a eu communication, entre guillemets, avec X
plus Y, plus Z. La prison, c'est tout le monde. 28 septembre 1986, c'est une espèce d'agonie écrasante. 30 septembre 1986, l'importance décisive de cette respiration automatique profonde. Je me demande si les difficultés du cou-épaule ne sont pas liées aussi au système circulatoire. Les jugulaires doivent passer par là. Il y a une pression terrible par là. Je vais bientôt apprendre l'anatomie complète. Soir. Les êtres se répètent avec une histoire ou une autre, mais c'est toujours la même histoire. Quand je rencontrais Mère, c'était toujours nouveau. On allait bâtir l'avenir de la Terre. C'était jamais vécu. Mère, c'était la plus belle navigation de ma vie. Peut-être qu'on continue. Je crois que je l'entends rire. Je crois l'entendre rire.